Elle est décrite comme le plus vieux métier du monde. Une activité qu'on croyait marginale. Pourtant, en 2020, la prostitution prospère. Sur Internet, elle se cache à peine. Des femmes dénudées, aux poses érotiques, vous proposent des prestations sexuelles en tout genre. Contre des roses. Comprenez des euros. Un code mis en place par les plateformes pour contourner la loi. Tirer profit de la prostitution est passible de 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Pendant 11 mois, nous avons enquêté sur les 2 principaux sites de libertinage soupçonnés par la police d'être des maisons closes virtuelles. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Au revoir. 2 sites que nous avons passés au crible grâce à 2 ordinateurs. Achetés spécialement pour l'occasion et branchés 24 heures sur 24 tout au long de notre reportage. Victor, jeune crack en informatique, a inventé pour nous un programme de data journalisme. Une sorte de robot capable de collecter toutes les données échangées sur ces 2 sites que nous avons appelés A et B. Le programme, simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il simule juste un utilisateur humain qui va sur le site et qui collecte les données des différents profils et des différentes annonces. Est-ce qu'un être humain pourrait faire ce qu'on est en train de faire ? Pas à cette échelle-là, non, c'est pas possible. Il y a trop de données pour que ce soit fait à la main. On a, pour chaque jour, une idée claire de combien de prostituées sont dans quelle ville, partout en France. Mais c'est pas du hacking. C'est pas du hacking, puisque les données sont publiques. C'est 100% légal. Ah oui, complètement, oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre de profils, par exemple, qu'il y a sur le site A et sur le site B ? Là, on est autour de 18 000, et puis là, on est autour de 7 000. C'est comme Le Bon Coin, comme eBay, comme Amazon. C'est une place de marché sur laquelle se retrouvent les prostituées et les clients des prostituées. Grâce à ce programme informatique, nous avons découvert que plus de 17 000 femmes sont inscrites sur les sites A et B. D'après ces sites, elles sont en majorité françaises. Elles ont entre 18 et 70 ans. Elles vendent leur corps dans 1208 villes à travers le pays. Une cartographie précise de la prostitution en ligne qui s'étend sur toute la France. De Paris, aux villes moyennes comme Besançon, jusqu'aux communes rurales, à l'image de Beauvoir-sur-Niort et ses 1752 habitants. Ex-commerçantes, fonctionnaires, chômeuses. Qui sont ces escortes françaises qui pensent être à l'abri en se prostituant, parfois même dans leur propre chambre. Vous, c'est combien ? 250 roses. Je suis à 150 roses. Combien gagne-t-elle ? Qui se cache derrière ces sites d'escorte ? Le mot en vogue pour dire prostituée. Alors ? Bonjour. I'm looking for. Je cherche cette société. De Montpellier à Beauvais jusqu'à l'île de Chypre, nous sommes partis sur la trace des proxénètes du web, à l'abri, derrière leur site. Connaissez-vous Monsieur David ? Oui. Grâce à notre robot informatique, nous avons découvert au centime près combien gagnent les 2 principaux sites d'escorting en France, et on parle en millions d'euros. Bonjour, je suis journaliste et je travaille pour Complément d'enquête sur France 2. Moi, c'est que ça m'intéresse pas. Au revoir. On réalise en ce moment un documentaire consacré à l'escorte. À la fin de votre message, Ça m'intéresse pas, désolé messieurs. Vous accepteriez ça ? Après avoir contacté plus de 100 femmes partout en France, En fait, non. non, vous avez trouvé mon numéro sur vous voulez pas. Ça m'intéresse pas, je suis désolée. D'accord, merci. Une escorte accepte enfin de nous rencontrer. Oui, allô ? On peut dire 10h, ça vous va ? Parfait. Je vous dis à mercredi alors. Notre premier témoin habite dans l'Oise. Elle est escorte à plein temps. Son pseudo sur Internet, Lola. Bonjour, c'est France 2. Elle dit avoir 42 ans. Elle est veuve et maman de 3 enfants. Ma foi ?
Cette ex-commerçante au chômage s'est inscrite sur le site A en 2018. Le rendez-vous a lieu dans son appartement, que nous ne sommes pas autorisés à filmer. La seule pièce où notre caméra est acceptée, c'est son lieu de travail, la salle des rêves. Vous tapez donc le site, vous tapez mon pseudo, et là vous allez donc voir toutes les personnes qui sont aussi dans la ville où moi je suis, actuellement donc en activité. Et là, c'est mon profil où je précise le sexe femme, l'ethnique, la nationalité, l'âge, les yeux, de quelle couleur, la hauteur, le poids, les cheveux. Certains de ses proches sont au courant de son nouveau job. D'autres l'ignorent. Vous, c'est combien, par exemple? Alors moi, 250 roses, c'est une prestation qui commence à partir de 2 heures de temps et qui peut aller aussi jusqu'à 8 heures de temps, c'est-à-dire une nuit. Suivant les dispos aussi des coquins qui peuvent se libérer ou pas. Et... C'est qui les coquins? Les coquins sont très variés en fait. C'est des hommes qui peuvent aller mon plus jeune à 20 ans et puis je dirais que mon senior, mes seniors ont au plus 68 ans. Après c'est très très varié de tous les niveaux, de tous les milieux. Vous me disiez... si vous mettez 250 €, qu'est-ce qui se passe sur le site? On nous demande d'éviter en tout cas de mettre des tarifs. Voilà. Donc les roses, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On sait très bien que ça remplace les euros. Bien référencée sur Internet, cette Française gagne en moyenne 10 000 € par mois. Vous êtes dépendante du site? Oui, bien sûr. Je suis dépendante du site parce que c'est par ce biais-là que je peux donc travailler. Je ne pourrais pas aller dans la rue, bien que j'admire beaucoup ces femmes. Mais non, moi j'ai choisi le confort en fait. Même l'hôtel, je n'y vais pas. Escorte, pour moi, c'est l'amélioration du mot prostituée, tout simplement. Après, oui, c'est plus joli d'appeler ça comme ça. Mais de toute façon, on fait le même métier. Donc, on est toutes pareilles. Vous me disiez que vos clients n'aiment pas que vous leur disiez. Moi, mes coquins, ils n'aiment pas ça parce que sûrement le respect qu'ils ont pour moi quand je leur parle comme ça et que je leur dis on va pas tourner autour du pot. Je suis une pute au même titre que les autres qui font ce métier. Et non, ils sont très non, il faut pas dire ça. T'es pas une pute. Une prostitution rendue plus présentable grâce à la magie d'Internet. Kilomètres plus au sud. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre TGV entrera en gare de Montpellier-Saint-Roch, correspondance pour Barcelone et Madrid. Nous ne sommes plus à la campagne, mais dans la 7e ville de France, à Montpellier. Ce jour-là, la ville compte 186 profils d'escorte en ligne sur les sites A et B. Un hôtel volontairement discret. 4e étage. Nous l'appellerons Déborah, 32 ans, fonctionnaire et escort girl depuis plusieurs années. Elle comptabilise des dizaines de milliers de vues sur Internet. Vous avez un compagnon? Oui. Il le sait? Non, il ne le sait pas. S'il le découvrait, vous pensez que vous arrêteriez? Oui, ça détruirait ma vie, en fait. Alors pourquoi est-ce que vous parlez? Alors je parle parce que pour tenter d'expliquer avec mes modestes mots que la profession d'escorte n'est pas forcément quelque chose de triste, de glauque quand elle est choisie, assumée, mais qu'il faut quand même effectivement
se protéger. Et c'est pour ça que moi, je préfère vraiment me dissimuler. Pour rencontrer ses clients, Déborah se déplace dans une voiture d'occasion. Basket et jean passe-partout. Se cacher est devenu une seconde nature chez elle. Je suis fonctionnaire. Je suis dans une profession où je croise beaucoup de monde, je vois beaucoup de gens. Donc c'est impossible. Et puis pour moi, je ne me considère pas comme une prostituée. Parce que dans ma démarche, le mot escorte est tout à fait approprié à mon état d'esprit quand je rencontre mes partenaires. Mais pourquoi se prostituer quand on a un emploi stable ? C'est pas du tout dans le but de m'acheter des choses chères, pas de voiture clinquante, pas d'habits qui flashent, voilà. J'avais un projet immobilier, donc j'avais démarché des banques et malgré mon salaire, c'était pas suffisant pour pouvoir avoir les mensualités qui me convenaient. Donc, dans la mesure où j'ai toujours été libertine depuis mes 18 ans, donc ma majorité donc depuis toujours, et ben, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable et de... Combien vous pensez que ça vous a rapporté, votre cagnotte ? Je dirais approximativement 100 000 euros. 100 000 euros en cash pour Déborah. Mais pour gagner autant d'argent, la jeune femme verse chaque mois 330 euros au site A. Le prix de sa visibilité sur Internet. Alors, pourquoi elles doivent payer les prostituées ? C'est qu'il y a des dizaines de milliers de profils et que dans certaines villes où il y a beaucoup de monde, eh ben, payer permet d'être mieux référencé sur le site. C'est littéralement de la publicité. Voilà. Sinon, tu es perdu dans le... Tu peux pas être vu par les clients. Exactement. Pour être bien référencé, il faut payer. Il y a des abonnements pour les utilisateurs qui sont annoncés très clairement sur le site avec les différentes réductions qu'il y a si on s'abonne pendant un certain temps. Abonnement premium pour 5 jours, une semaine ou un mois. Girl of the Day, VIP. Les créateurs des sites ont pensé à tout. Ça vous propose tout. En basique premium, après vous avez le premium plus, c'est la même chose. Et après vous avez le VIP, un jour 24 heures, c'est 20 euros. Je paye des prestations en plus pour être en VIP par exemple. Alors le VIP, 574 euros pour 60 jours. Là ça me dit qu'il me reste donc 5 jours encore en VIP. Et après ça me propose d'acheter plus. Je le vois comme un prestataire de service, c'est-à-dire c'est comme quand on poste une annonce par exemple sur un site de vente d'automobile pour vendre notre automobile d'occasion. Si on veut que notre automobile soit en première page, visible dès le premier clic, etc., il faut payer. Des femmes qui se comparent à des voitures d'occasion. Sur les sites, elles défilent comme des objets à vendre. Grâce à Internet, la prostitution s'offre une vitrine géante et gagne en visibilité avec des options innovantes comme les sextours. Allô, bonjour, vous avez tenté de me joindre. Je vous prie de m'excuser, je n'étais pas disponible dans l'immédiat. Je vous ai laissé un SMS récapitulatif des prestations de massage qui est très précis, ainsi que d'escorting. Bonne journée et un bon dimanche. Au revoir. Le sextour, c'est la spécialité de Claudia, une Marseillaise de 42 ans, au profil de femme d'affaires. Rien qu'en septembre dernier, elle a proposé ses services dans 5 villes. Marseille, Toulon, Aix-en-Provence, Avignon et Strasbourg. L'occasion d'élargir sa clientèle. Cette fois-ci, elle s'apprête à partir à 700 km de chez elle. Là, j'ai programmé Biarritz du 21 au 26. Les dates, je ne les programme et ne les confirme que si je suis sûre
que j'aurai au moins de 20 à 30% déjà de rendez-vous déjà pris. Hop. Voilà. Donc je prépare surtout avant tout les serviettes. Voilà, c'est très important de pouvoir avoir du linge en assez grande quantité, au moins de 8 à 10 serviettes par exemple. Hein, c'est pas important parce que j'ai toujours une moyenne de 4 à 5 personnes dans la journée. Donc j'essaye vraiment de proposer le meilleur accueil. On est en contact par la peau, par les mains. Donc les personnes auront le loisir de pouvoir se doucher. Ce ne sont pas que des massages que vous proposez. Non, je le reconnais, ce ne sont pas que des massages. Je laisse la possibilité, si vous voulez, à la personne qui a envie de passer un bon moment de détente, d'aller plus loin, pourquoi pas, en tout bien tout honneur. C'est toujours plus sympa. Alors donc ça, le sac qui est prêt, on va pouvoir le prendre et on va tout mettre à l'intérieur. Il faut un gros sac pour pouvoir préparer toutes ces affaires parce que des fois, on n'en a jamais assez. Voilà, vous pouvez aussi avoir ce type de tenue dans mon style d'activité. Des vêtements simples, voilà, vous avez des tenues de ce type-là que je porte de temps en temps. Ou des fois, voilà, vous avez des jeans. Vraiment, il faut vraiment rester très simple et très discrète. La discrétion, c'est pour ne pas embarrasser ses clients. Claudia a un compagnon au courant de son activité. Elle est même déclarée au fisc comme masseuse. Eh ben ça, c'est tout simplement un TPE itinérant. Ça me permet tout simplement d'accepter les paiements par carte bancaire. Voilà. Donc vos clients peuvent vous payer par carte? Tout à fait, mes clients peuvent payer par carte bancaire. La carte bleue, pour moi, c'est un excellent moyen d'avoir des paiements sûrs, surtout, parce qu'il m'est souvent arrivé de me faire avoir avec les chèques. Qu'est-ce que vous dites à votre banque? Parce que... Dans la mesure où je suis déclarée en profession libérale et que l'activité n'est pas interdite, je ne vois pas au nom de quoi ils pourraient m'interdire ou me sanctionner, puisque l'activité n'est pas interdite par la loi. Depuis que le délit de racolage passif a été supprimé en 2016, voilà. Ce sont les clients qui sont désormais en infraction. Je pense qu'en France, il y a une image extrêmement négative de la prostitution en règle générale, quelle que soit de la façon dont elle est exercée, pour la bonne et simple raison qu'elle renvoie l'image, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais du sexe sale en fait. Donc c'est un petit peu dommage quoi, mais pour l'instant c'est comme ça. Le lendemain à l'aube, début du sextour. Le programme est millimétré. Là, cette semaine, nous allons sur Biarritz, donc la plage est faite. Et je n'ai plus qu'à vraiment attendre les confirmations de rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est bien confirmé, je le note sur mon agenda. Il faut être très très organisé parce qu'il faut d'abord penser, alors pas seulement à soi, mais à la personne avec laquelle vous devez justement prendre contact et prendre rendez-vous. C'est pour ça que j'essaie d'arriver toujours un petit peu plus tôt. Mais bon, là, quand on va traverser toute la France, à mon avis, en partant à 6h du matin, je pense que ça devrait aller. À peine dans le train, Claudia reçoit plus d'une vingtaine de demandes de rendez-vous. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà, 26, 27... Donc là, j'ai déjà, entre vendredi et maintenant, au moins 27 contacts qui vont essayer de s'organiser éventuellement pour pouvoir venir dans la semaine. À Biarritz, oubliez les plages et l'océan. Claudia a loué un appartement Airbnb loin de la foule, dans la zone industrielle. Vous dites au propriétaire votre activité? Non, pour des raisons de discrétion, je ne le dévoile pas. Pour ne pas le mettre dans l'embarras. Pour des problèmes légaux aussi?
De toute façon, oui, c'est vrai qu'il est normalement interdit de louer un appartement pour faire des activités commerciales, d'ailleurs, telles qu'elles soient. Pas que la nôtre, hein, en l'occurrence. Et surtout, il n'y a pas eu de retard, comme on dit toujours. Le temps, c'est de l'argent. Deuxième jour du sextour, avec d'abord un passage à la banque. Donc là, je remets simplement à la banque les 200 €, vous voyez. Et j'ai déjà déposé également hier l'équivalent de 400 €. Depuis que je suis arrivée, j'ai déjà gagné l'équivalent de 600 €. En 24 heures. En 24 heures. Vous allez ressortir du hall de toute façon parce que sans le code, vous ne pouvez pas rentrer. Et à partir de ce moment-là, vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Des clients de Claudia, nous ne verrons que cette silhouette rejoindre l'appartement. La businesswoman ne veut pas les mettre en difficulté. Ils risquent entre 1 500 et 3 750 € d'amende. Sur les sites A et B, le client est roi. Pour lui, tout est gratuit. Il peut commenter, noter les femmes et même gagner des prestations. Pour entrer en contact avec les amateurs d'escorting, nous nous sommes créés un profil d'escorte. Notre pseudo, Rosa. En quelques clics, nous infiltrons les maisons closes du web. Nos photos sont validées, notre profil accepté. Ne reste plus qu'à choisir notre option, Premium VIP, payer 131 € pour un mois et attendre. Pas longtemps. Oui? Vous habitez à Paris? Non, c'est pour un déplacement professionnel. Allô? Vous êtes disponible sur ce type de créneau? L'après-midi, le midi? Et vous, le soir, non? Vous êtes marié peut-être? Voilà, je suis rarement disponible le soir. D'accord. Sur le site, on ne voit pas votre visage. Mais moi non plus, j'ai pas vu votre visage. Non, alors je peux vous le montrer. En une seule journée, notre pseudo-escorte a reçu 25 appels. Plus étonnant encore, les clients ont aussi leur site. Il y a Toon.net, forum de la prostitution. Nous avons découvert que les habitués de l'escorting en ligne avaient leur propre espace de discussion. Il y a 344 000 membres, 57 000 discussions et presque 1 400 000 messages. Tomber amoureux d'une prostituée... Est-ce qu'aller voir les filles, c'est tromper sa femme? Fier d'être punter. Punter. Dans leur jargon, ça veut dire client. Des accros de la prostitution qui se réunissent une fois par mois dans une brasserie parisienne, où nous nous rendons en caméra cachée. Bonsoir. C'est bien ici? Clément. Enchanté. Bonsoir. Comment dire ça? En plus, c'est complètement débile. Hein. Je le prends tout de suite. C'est-à-dire que avec la pénétration du client, j'ai pas envie d'en émerder avec les flics en fait. Ça, tu risques pas grand. Je sais pas en fait. Il faut être discret quand même. Parce que pour te mettre dans la confidence, je suis depuis 2008. Ah oui. J'ai été découvert par ma compagne. Ok. Tu te connais comment sur le Ordi perso. T'as un code, un mot de passe? Ouais, faut y aller en... Faut effacer les traces dans le navigateur. Attablés devant une bière, des hommes plutôt âgés s'échangent leurs bons plans, comme pour n'importe quel hobby. Tu vas loin quand même. Moi je suis célibataire personnellement. J'aime bien aller voir des filles de jour. Parce que je peux demander des choses que je peux pas faire avec les filles. Je rencontre des fois sur Tinder ou machin truc.
Le premier sort, c'est peut-être sur le visage ou cracher ou des trucs comme ça. Ah oui, quand même. Ah oui, je suis un peu extrême. Une bonne bande de salopards autour de la table. Oui, oui. La première fois que tu nous as vus quand t'es rentré, ils ont t'as dit bon, il est un bon père de famille, machin. Et en fait, t'as vu? L'une de leurs cibles sur les sites d'escorting, ce sont les femmes de l'Est. Et il y a parfois il y a des terres, des Russes. Non, il y a beaucoup de Russes qui viennent 3 mois, qui reviennent. En général, elles sont dans le 8e, 16e, 8e. Elles partagent des apparts à plusieurs. Comme on dit, des avions de chat. Ouais, c'est vrai, on fait ça. Je vois des tubolets, ça, mais ouais. Sur les 2 sites d'escorte A et B, les annonces de femmes de l'Est prolifèrent. Travaillent-elles à leur compte comme Lola, Déborah ou Claudia? Ou appartiennent-elles à des réseaux de prostitution? Lors de notre tournage à Montpellier, nous avons repéré sur le site A des escortes russes et ukrainiennes. Bonjour, le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour... Mais à la différence des escortes françaises, elles ne sont pas joignables par téléphone. Bonjour Anoutas, je m'appelle Mathieu, j'aurais souhaité savoir s'il était possible de prendre rendez-vous. Bonjour, le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. À chaque fois, nous tombons sur un répondeur. Oui, bonjour Eva. Puis quelques minutes après notre appel, nous recevons un SMS, toujours le même. Donc on a reçu 2 textos là. Ah, donc là c'est les tarifs. Donc, fellation 69, French kiss, massage, sexy lingerie, 1 heure 250 roses, 45 minutes 200 roses, 30 minutes 150 roses. 3 jours plus tard, à Lille cette fois-ci, nous contactons à nouveau les escortes. Même scénario. Bonjour, le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Et surprise, les escortes de Lille et de Montpellier ont le même numéro de téléphone. Notre robot informatique va nous le confirmer. Certaines femmes de l'Est travaillent en réseau. Exemple avec une escorte russe dans le 8e arrondissement de Paris. Nous l'appellerons Natacha. Donc elle a 18 ans, les yeux bruns, les cheveux châtain clair, 1m58, 50 kg, orientation hétérosexuelle. Elle reçoit dans un appartement privé. Victor, notre expert en data journalisme, n'a plus qu'à entrer le numéro de téléphone de Natacha dans sa base de données. Tu as une Natacha dans la base ? Si on regarde par le numéro de téléphone, c'est-à-dire si d'autres profils ont déjà utilisé ce numéro de téléphone, on a donc là 23 profils là, qui partagent exactement le même numéro de téléphone que... Non, elles sont toutes soit russes, soit ukrainiennes. Et tu disais aussi qu'il y a une autre caractéristique, toutes les femmes qui travaillent dans ce réseau que tu as identifié, elles sont très jeunes ? Oui, si on regarde juste les âges ici, on voit donc 20, 21, 20, 21, 21, 18, 19, 20, 22, 19, 19. Donc là, 23 filles, un seul numéro, ça nous apprend quoi en fait ? Ça nous apprend qu'en appelant un numéro, on tombe sur 23 personnes, donc il y a quelqu'un qui manage pour ces filles-là, donc ça ressemble à un réseau. Nous lui envoyons un SMS et 1 minute plus tard... Bonjour très cher, elle est proche du métro Saint-Philippe-du-Roule. Quelle heure vous convient ? 30 minutes, c'est 150 €. Quentin, l'un de nos journalistes, s'équipe d'une caméra cachée, retire 150 € et attend au lieu de rendez-vous. Hello. Bonjour. Vous êtes bien Natacha? Oui. Yes? Oui. Oui, c'est moi. You speak French? Vous parlez français? Non. Non? Non? Non, je ne parle pas français, seulement Only anglais. English? Okay, seulement anglais. Thank you. Merci. Alors pour les 30 minutes, je dois vous payer 150 €? Oui. Ok. La jeune femme n'a rien à voir avec son profil ultra provocateur. Elle a l'air encore plus jeune que les 18 ans affichés sur l'annonce, mais c'est elle. Vous pouvez poser vos vêtements ici.
Oui, oui, mais vous savez, moi je ne veux aucune relation. Je veux seulement parler, c'est possible? Ok, vous voulez seulement parler? Oui, juste parler. Une seconde, j'envoie un SMS. Ok. Le studio est sombre. Les rideaux sont tirés, les étagères vides. Sur le lit, un simple drap housse. Le SMS envoyé, Natacha s'assied loin de nous. Vous venez de Russie? Oui, je viens de Russie. Привет. J'ai appris ce mot russe. Oui, Vous êtes venu ici avec un visa? avec un visa touristique. Je suis ici pour 2 ou 3 semaines normalement, donc je n'ai pas besoin d'un visa de travail ou quoi que ce soit. Et c'est vous qui m'avez envoyé le SMS? Non, c'est pas moi, c'était comme ma manageuse. J'ai pas votre numéro, je sais juste que vous êtes un nouveau client et j'ai reçu votre photo. Elle a dit de vérifier que c'était bien vous et j'ai dit OK. Ok, mais la manageuse, elle est en Ukraine? Oui, je pense qu'ils sont en Ukraine, mais où, je ne sais pas. Ah, mais vous ne l'avez jamais rencontré? Non, non. Mais quel âge avez-vous? Vous avez 18 ans? Non, j'ai 21 ans. 21? Parce que sur l'annonce, c'est écrit que vous aviez 18 ans. Vraiment? Oui, ils ont écrit 18 ans. Vous ne le saviez pas? Non, non. Ok. J'ai jamais vu mon annonce sur le site. Donc c'est pas vous qui avez posté votre annonce sur Internet? Non, non, je sais pas. Je vous paye 150 € et votre manageuse, elle prend combien sur les 150 €? On fait moitié-moitié, une moitié pour moi, l'autre moitié pour la manageuse. Vous avez le droit, si je vous invite à prendre un café, vous avez le droit de venir avec moi? Oui, je crois que j'ai le droit, mais je dois prévenir ma manageuse. Je dois rester dans mon appartement tout le temps. Une vingtaine de jeunes filles comme Natacha seraient cloîtrées dans des appartements. Elles seraient pilotées depuis l'Ukraine par un manager, à l'abri d'éventuelles poursuites judiciaires pour proxénétisme aggravé. Les sites d'escorte, une manne pour les réseaux de l'Est selon cet avocat qui a plaidé dans des dossiers de proxénétisme en ligne. Elles vont de capitale en capitale, ou de ville en ville d'ailleurs, parce que même en France, on va dire Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, on leur loue souvent des studios où elles sont d'ailleurs à plusieurs dedans. Et à partir de ce moment-là, eh bien, leur profil est mis sur ces sites et les clients affluent. Elles font le nombre de passes, entre guillemets, qu'elles veulent. Alors il ne faut pas qu'elles exagèrent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'elles travaillent trop peu. Et il y a un chantage souvent qui s'opère. Cette mafia a des relais dans chaque ville où les filles habitent, et leur famille est souvent appelée au téléphone si elles ne font pas très exactement ce qu'on leur demande. Mais pour Pierre Lombroso, les plus gros proxénètes sont désormais ceux qui se cachent derrière les sites d'escorting. À partir du moment où on a un webmaster, par exemple, qui aiderait à créer un site, ou à aider une prostituée à rentrer dans un site pour poster, pour faire un profil et pour poster des annonces, se retrouverait sous le coup de la loi. Vous vous rendez compte, celui-là, c'est le plus grand proxénète de la Terre, puisque c'est lui qui a mis en place tout le système logistique qui permet la prostitution. Donc le proxénétisme hôtelier, à côté, c'est de la rigolade. Lorsque vous aviez un hôtel avec deux passes tout pourries, Gare du Nord, et que vous aviez des filles qui travaillaient dans les chambres et le type en bas qui comptait le nombre de passes, lui, c'est un bébé, hein, à côté du webmaster qui s'occupe de la structure du site qui va permettre de faire venir 30 000, 40 000, 50 000 profils. C'est un proxénète international. Selon la loi française, tous ceux qui contribuent à ces plateformes d'escorting risquent 10 ans de prison et jusqu'à 1 500 000 € d'amende. Lola, l'ex-chômeuse, et Déborah, la fonctionnaire, considèrent-elles le responsable des sites comme leur souteneur? Si on reprend les termes de façon stricte, avec la définition qui va avec les termes, c'est un proxénète, effectivement, puisque moi je lui verse une partie de ce que je gagne pour pouvoir être visible et continuer à avoir des clients. Voilà. Ce qui change et ce qui rend, pour moi, encore une fois, ce qui rend la chose un petit peu moins, peut-être un peu moins gênante, mais c'est peut-être de la poudre aux yeux, je sais pas, c'est que ça se fait via la toile.
Donc c'est peut-être un petit peu moins cru que le trottoir. Et qu'un vrai proxénète qui vous appelle en disant « Déborah, tu me dois 330 € Exactement. par mois ». Pourtant, c'est ce qu'il fait. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. À distance et sans aucun contact, puisqu'en plus, je n'ai aucun contact avec lui. Je pense que c'est une grosse production ou qui sont peut-être dans une salle avec, comme on voit des fois, plein d'ordi. Parce que je vous dis, je pense quand même que c'est surveillé. Mais après, comme le concept, on le connaît pas vraiment du site. Moi, je sais que quand je paye, par contre, ce n'est pas en France. C'est où? Alors, ça me dit pas exactement, mais c'est pas en France, en tout cas. Grâce à notre programme informatique qui tourne jour et nuit, nous pouvons compter au centime près l'argent généré par les abonnements de Lola, Déborah et toutes les autres sur les sites A et B. Les sommes sont vertigineuses. On est aujourd'hui au 13 septembre 2019 et sur le site A, on est à 2 670 710,35 centimes d'euros. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Ok. Sur le site B, on est à 1 373 501,67 centimes d'euros. Ce que tu dis, c'est qu'en 6 mois, les sites ont fait un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros. Combiné, oui, exactement. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. 4 millions d'euros en 6 mois, et notre robot continue de calculer. 2 mois plus tard, 5,4 millions d'euros. 4 mois plus tard, 6,4 millions d'euros. Selon nos informations, la police judiciaire enquête sur les sites A et B, mais elle a refusé toutes nos demandes d'interview. Le système en tout cas semble très lucratif pour un coût dérisoire. Baptiste Robert, expert en informatique, a autopsié pour nous les 2 plateformes, A et B. Ces sites internet-là sont, en termes de design, en termes d'interface utilisateur, sont assez archaïques. Un design des années 2000. Les icônes sont relativement moches. Maintenir un site comme ça coûte pas 5 millions, c'est certain. Pour avoir une première version du site, autour d'une dizaine de milliers d'euros. Baptiste nous révèle que le site B, en plus de sa version française, est décliné en version belge ou encore italienne. Selon notre expert, ces sites pourraient avoir été créés par la même personne. Donc on voit que l'image ici, c'est exactement la même fille. Ils ont changé la couleur et ils ont changé le texte. Et pour inonder le marché, le créateur de ces sites aurait même une autre stratégie. Grosso modo, la personne en question a pris le mot escorte et l'a réservé à peu près dans toutes les configurations possibles et inimaginables dans toutes les langues, du moins sur le continent européen. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez taper sur Google escorte, la probabilité qu'un de ces sites internet remonte dans les recherches est assez grand, puisqu'en réalité, il possède quasiment la totalité de tous les sites internet liés au secteur de l'escorte. Pour réaliser un projet de cette ampleur-là, il faut quelqu'un qui soit capable d'organiser le maintien de tous ces sites internet. Il faut quelqu'un avec une vue d'ensemble. Qui se cache derrière cette galaxie de sites d'escorting? À qui profite l'argent de la prostitution en ligne? En 2009, un Suisse est jugé en France pour proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs. Il est soupçonné d'être l'instigateur d'un réseau de prostituées sur Internet. Absent au procès, il sera condamné à 3 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende. Une peine réduite en appel, à du sursis et 20 000 € d'amende. Son prénom, David, un mystérieux programmeur informatique de 42 ans.
voici les seules images que nous avons trouvées de lui. On le voit devant un jet privé, au bord d'une piscine. Il semble vivre grand train. Xavier Bénéroso est l'un des rares journalistes à l'avoir interviewé par téléphone il y a 10 ans. Il nous décrit un homme d'affaires ambitieux. Il le dit dans l'interview, je ne suis pas un voyou. Il a un cursus universitaire, j'allais dire presque une sorte de cadre commercial issu de la banque. Il est à Zurich. Grosso modo, il me dit, moi j'ai monté des clubs avec des prostituées en Suisse. C'est tout à fait légal, il n'y a aucun problème. Et donc je vais copier ce modèle suisse pour le mettre sur Internet. Il a l'attitude d'un jeune cadre commercial dynamique qui a une idée en matière de sexe. Son idée, qui est assez révolutionnaire à l'époque, c'est de mettre en place une maison de passe virtuelle et d'installer dans ces petits appartements virtuels sur Internet des prostituées. Alors, c'est arrivé avant. Selon le journaliste, David se sent à l'époque intouchable. Car chez lui en Suisse, gagner de l'argent grâce à la prostitution n'est pas illégal. Il se moque un peu des policiers français en disant moi, il n'est pas question que je vienne à Paris parce que sinon je vais me retrouver en prison. Je vous rappelle que je suis citoyen helvétique, qu'en Suisse, la prostitution est légale, que mes serveurs se trouvent en Suisse et je diffuse de la prostitution à l'extérieur. Il dit je comprends pas, moi, ce qu'on me reproche. Dans sa manière de s'exprimer, finalement, il fait son plaidoyer. Il fait un plaidoyer, il est très fier de son invention et il fait semblant, évidemment, de ne pas comprendre le motif des poursuites françaises. Après sa condamnation en France, David aurait-il continué à développer des sites d'escorting ? En 2017, son nom réapparaît aux États-Unis dans une enquête. Le Suisse est soupçonné cette fois-ci d'être l'un des actionnaires d'un des 3 sites d'escorte leaders sur le marché américain. Nous avons retrouvé l'expert informatique qui a suivi sa trace sur Internet. Il dit « Je ne vis pas grâce à ces filles, je fais seulement de la publicité pour elles ». Et il sait très bien que les filles sont exploitées sur ces sites. Mais il dira toujours « Ce n'est pas moi qui les exploite ». Le problème, quand tu diriges un empire criminel, c'est de te débarrasser de la plupart des traces que tu laisses derrière toi, pour ne pas être attrapé. Je dois bien reconnaître que David et ses associés ne font pas les mêmes erreurs deux fois. Mais ils se sont plantés. Et j'ai retracé et retrouvé le nom de David et de ses partenaires américains. D'après lui, David serait aujourd'hui à la tête d'un véritable empire financier. David et ses partenaires ont investi dans des centaines de propriétés. Des investissements en Europe, en Suisse, dans les Émirats. On ne parle pas de petits investissements. Tous sont estimés à un bon $1 million. Et David en a des centaines. David est sans aucun doute millionnaire. Et je ne serais pas surpris qu'il soit même milliardaire. L'enquête américaine est en cours. Nous avons cherché à contacter David. Nous finirons par parler avec son avocat. Ils refusent tous deux toute interview et nient en bloc. Pourtant, selon ce document de dépôt de nom de domaine, c'est bien David qui a enregistré le nom du site B sur lequel porte notre enquête. C'était en 2010, juste après son procès en France. Sur le site B apparaît désormais le nom d'une société hébergée à Chypre. Sur le site A, les crédits de bas de page nous renvoient à une autre société, elle aussi chypriote. Et d'ailleurs, notre banquier nous le confirme, l'argent versé au site A par notre fausse escorte est arrivé sur l'île. Donc c'était pour vous dire que les informations que nous avons pu récolter, donc c'est un paiement fait à distance de façon sécurisée pour un service de publicité. Oui. D'accord. Et apparemment le pays destinataire c'était Chypre. D'accord. Merci beaucoup.
Merci. Je vous en prie, bonne journée, Au revoir. Départ pour Chypre. Pays membre de l'Union européenne qui, comme la France, interdit toute forme de proxénétisme. Officiellement, l'île abrite le siège de nombreuses banques et entreprises étrangères. Mais selon les mauvaises langues, elle est aussi une boîte aux lettres géante. Pas de bureau à l'adresse de la société indiquée sur le site d'escorte A. Les volets sont fermés. Le courrier traîne devant la porte. Il n'y a jamais de société ici. Personne. Non. D'après les voisins, c'est une maison de vacances. Vérifions à présent l'adresse de la société qui figure sur le site d'escorte B. Il n'y a même pas de sonnette, il n'y a rien, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a que des jouets d'enfants, mais c'est une maison. Toujours pas de société. Vous Vous pouvez m'aider? Bonjour. Nous avons sollicité une interview officielle de la police chypriote qui insiste pour connaître les détails de notre enquête. Vous n'avez pas besoin de se le dire, vous comprenez? Je ne dirai rien à la police, ça c'est sûr. Il y a un malentendu parce que moi je ne partage pas mes informations avec la police, monsieur. Je pose des questions. Les sociétés propriétaires des sites d'escorte A et B existent-elles vraiment? Sur le registre du commerce chypriote, elles sont bien enregistrées et renvoient toutes les deux vers le même nom, Sergueï. L'homme est au cœur d'un système financier complexe. En plus des sociétés A et B, il administre 6 autres sociétés, toutes propriétaires de sites d'escorting. L'ensemble de ces sociétés est regroupé dans un trust, administré par Sergueï. Thank you. Merci. Hello. Bonjour. Avec des bureaux bien réels cette fois-ci. Nous nous y rendons en caméra discrète. Hello. Bonjour. I'm Marina Ladou. Je suis Marina Ladou. Je souhaite parler à Sergueï. Oui, Sergueï sera là à 15h30, je l'ai contacté. C'est très important. Vous comprenez parce que son nom apparaît sur des registres publics, dans plusieurs sociétés, des sites internet de prostitution. Je n'ai rien à voir avec ce genre de business. Moi, mon travail concerne un autre domaine, pas du tout ce genre de choses. Je sais que vous avez fait une demande pour rencontrer Sergueï. Je l'ai contacté, il m'a dit qu'il serait là à 15h, 15h30. Merci beaucoup. Aucun problème. Mais Sergueï ne reviendra pas à 15h30, ni jamais. Notre dernière chance est un journaliste du pays, rédacteur en chef du redouté journal Politis. Dionysos Dionysis a visiblement plus de poids que des reporters français. Monsieur Sergueï, J'appelle depuis Politis, le journal. C'est à quel propos? Mes collègues français vous ont trouvé partout en tant que représentant pour ces sites de prostitution. Avez-vous un rapport avec la société en France? Oui, nous faisons du secrétariat pour cette société. Nous enregistrons leurs documents légaux, payons leurs impôts. Connaissez-vous Monsieur David? Oui. Qui est votre client? Où est-ce qu'on peut le trouver? Il ne vit pas à Chypre, je pense. Laissez-moi votre numéro de téléphone et je vais demander à mes collègues de vous rappeler. Ok, faisons ça. Sergueï reconnaît à demi-mot qu'il travaille bien pour David. Pourquoi le Suisse se sert-il de Sergueï et de son trust dans ses activités? Difficile de le savoir. Mais parmi les 8 sociétés propriétaires de sites d'escorte, nos documents confirment que K est détenu à 70% par une autre holding, dirigée par David en personne. Un montage façon poupée russe.
le trust chypriote présenterait au moins un intérêt, l'optimisation fiscale. Je suppose que ces entreprises ont leur siège ici pour des raisons d'optimisation fiscale. Car l'impôt sur les sociétés est très faible à Chypre. Mais je serais très étonné que l'argent que ces entreprises gagnent arrive dans une banque chypriote. Car ici, les banques surveillent de très près la nature de vos activités. Oui, mais elles refusent d'avoir pour clients des entreprises dont l'activité concerne le sexe ou la drogue ou quoi que ce soit. Je peux vous montrer combien d'argent arrive à Chypre. Nous parlons de 3 millions d'euros du 11 avril au 7 novembre 2019. Cette société, cet argent, ce montant arrive à Chypre. C'est très factuel. Je vous le redis, je suis très surpris que cet argent arrive dans une banque chypriote. Parce que normalement, les banques chypriotes demandent une vérification du secteur d'activité de l'entreprise. Et si ça implique le sexe, ils devraient la rejeter. Alors, je ne sais pas. Et je n'arrive pas à expliquer comment ça peut arriver. Je suis très surpris. À Chypre comme en France, gagner de l'argent sur la prostitution d'autrui est illégal. De retour à Paris, nous sollicitons une dernière fois l'avocat de David pour une interview. Par mail, il nous fait savoir que son client ne souhaite pas s'exprimer sur des allégations qu'il affirme erronées et ajoute: Monsieur David indique qu'il agira en justice si d'aventure ces allégations de nature à porter atteinte à son honneur et sa réputation étaient rendues publiques. Arrivé au bout de notre enquête, nous vérifions une dernière fois les données de nos 2 ordinateurs. Ce mois de février 2020, les sites d'escorte A et B ont généré près de 450 000 euros. Ce qui fait au total, en 11 mois, 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.